D'abord, rappeler le poids que représente la iatrogénie comme facteur d'hospitalisation. Vous en avez ici la traduction dans ce travail déjà ancien qui met en exergue le fait que la iatrogénie pourrait représenter, après 85 ans, 25% des motifs d'hospitalisation. Vous savez également que c'est un motif de réhospitalisation dans cette étude qui a permis d'étudier justement ce taux de réhospitalisation à 6 mois après la sortie d'une population gériatrique. Vous voyez qu'un tiers des hospitalisations en urgence sont liées également à un accident iatrogène. Donc, mon propos va s'orienter vers 4 focus rapidement: les antipsychotiques atypiques, les ANS, les statines et, si le temps le permet, un flash vigilance. Cette étude sur antipsychotiques et insuffisance rénale, c'est un travail qui a comparé le risque d'exposition aux antipsychotiques atypiques dans 2 populations, donc cas et témoins, soit un collectif de près de 100 000 consommateurs d'antipsychotiques versus 100 000 témoins. Et vous voyez que, effectivement, quand on étudie le risque d'hospitalisation dans les 90 jours qui suivent la prescription de ces molécules, il s'agit essentiellement ici de la quetiapine, de la risperidone et de l'olanzapine, eh bien, on voit effectivement un risque de 73% supérieur d'hospitalisation avec insuffisance rénale. C'est un effet indésirable assorti aux neuroleptiques qui est moins donné, en tout cas dans les études habituelles. Et dans cette même étude, vous voyez que, en termes de mortalité, toutes causes confondues, l'exposition aux neuroleptiques à ce type de neuroleptique dans 90 jours qui précède l'hospitalisation est assortie d'un taux de mortalité de 2,39 fois supérieur. Alors, l'explication peut impliquer les risques d'hypotension. Vous voyez qu'effectivement, et ça c'est un effet indésirable bien connu des neuroleptiques, mais aussi la rétention aiguë d'urine, autre effet bien connu, les pneumopathies, dont plusieurs études ont montré effectivement le lien, l'infarctus du myocarde, et à ce sujet, certaines études avaient déjà montré effectivement le risque d'infarctus dans les périodes qui suivent l'initiation d'un traitement neuroleptique. Vous avez ici ce travail qui montre effectivement un risque 2 fois supérieur dans le mois d'initiation de ce type de molécule, d'infarctus du myocarde, qui vient s'ajouter aux effets vasculaires mieux connus d'accidents vasculaires cérébraux et de décès assortis à ces traitements. Mais aussi les arythmies ventriculaires qui, elles, sont bien identifiées, notamment à travers les bases de pharmacovigilance européennes, notamment ce projet Arythmo qui met en évidence un lien indiscutable entre le risque d'arythmie, de troubles du rythme de tout type, par allongement notamment de l'espace cuté, assorti aux neuroleptiques qui sont mentionnés ici, et tout particulièrement les antipsychotiques atypiques. Dans cette étude, on montre également que ce lien d'hospitalisation avec insuffisance rénale neuroleptique et plus particulièrement le fait des patients vivant à domicile, c'est moins marqué pour les patients hébergés en soins de longue durée, mais vous voyez par contre qu'il n'y a pas d'effet molécule ni d'effet dose, puisque ces différences-là n'apparaissent pas significatives. Deuxième sujet que je voulais évoquer, c'est l'association ANS et fibrillation atriale à travers un certain nombre de travaux. Cette première étude cas témoin qui vient expliquer un petit peu ce qu'on avait montré dans cette grande méta-analyse que vous avez en tête, je pense, du Lancet, qui avait porté sur près de 700 essais randomisés, étudiant le risque d'exposition aux anti-inflammatoires non stéroïdiens pour une durée de moins 4 semaines et le risque assorti d'événements cardiovasculaires de tout type ou de complications digestives. Je montre simplement que les principaux résultats de cette étude, qui avait bien montré le risque assorti aux anti-inflammatoires, notamment le diclofénac, mais aussi les coxibes, ainsi que l'ibuprofène, et le risque d'événements cardiovasculaires graves, qu'il s'agisse d'insuffisance coronarienne, fatale ou non fatale, d'AVC également, et d'insuffisance cardiaque, avec un risque d'insuffisance cardiaque multiplié par 2 dès lors qu'il y a une exposition prolongée à ces traitements.
on avait montré dans ce même travail que le risque d'hospitalisation pour insuffisance cardiaque était multiplié par 2 dès lors qu'un traitement anti-inflammatoire avait été initié dans les semaines précédentes. Et ceci, quel que soit le type de molécule. Donc ce travail qui étudie le lien INS-FA est une première étude cas contrôle qui a comparé l'exposition aux anti-inflammatoires non stéroïdiens dans un groupe de 7000 sujets versus 70 000 sujets témoins appariés sur âge, sexe et comorbidité. Et les résultats montrent que l'initiation récente d'un traitement par INS est assortie d'un risque majoré de FA, vous voyez, de 65%, tout particulièrement quand préexiste une insuffisance cardiaque, avec un odds ratio 1,92. C'est le cas également pour les inhibiteurs de COX-2, et tout particulièrement quand préexiste une pathologie rénale ou une bronchopathie chronique obstructive, avec un odds ratio à 1,7 environ. Alors, le travail plus récent, c'est cette méta-analyse qui a compilé à la fois les trois études cas contrôle et deux études de cohorte. Et cette méta-analyse, eh bien, elle confirme effectivement le risque assorti de FA chez ces patients sous INS en situation de traitement actuel, vous voyez, avec une augmentation de risque de 18%. Moins marqué pour les utilisations interrompues dans le mois qui précède. Par contre, ce qui est le message principal, c'est que c'est surtout les nouvelles utilisations, c'est-à-dire les initiations récentes dans les 2 mois qui précèdent, qui sont assorties d'un risque majoré de 53%, ce qui est moins le cas pour les utilisations long cours. On parle là de patients qui sont porteurs de polyarthrite rhumatoïde en particulier. Alors, ce risque est majoré en cas d'insuffisance cardiaque, c'est confirmé dans cette méta-analyse, avec un odds ratio 1,82, et en cas d'insuffisance rénale, avec là un risque à 1,58. Et c'est un effet de classe, puisqu'on l'observe aussi bien pour les anti-inflammatoires non stéroïdiens traditionnels que pour les inhibiteurs de COX-2, avec peut-être un risque un peu moindre pour cette classe des inhibiteurs de COX-2 à 1,24. Troisième sujet que j'aborde très rapidement, vous en avez certainement entendu parler cette année, c'est l'effet diabétogène potentiel des statines. Olivier a évoqué tout à l'heure les travaux récents sur les statines. Ces données sont des données issues d'une méta-analyse, et puis il y a des données plus physiopathologiques qui feraient jouer un rôle aux statines par la réduction des taux d'adiponectine et de coenzyme Q10 qui aurait, donc, par ce fait, donc, attribuerait à cette molécule des effets diabétogènes. Alors, effectivement, cette méta-analyse montre effectivement une augmentation du risque de diabète chez les patients recevant cette molécule, ces molécules qui sont les statines, que ce soit en prévention primaire ou secondaire. Les facteurs de risque identifiés dans ces méta-analyses sont l'âge élevé, la puissance d'action de la molécule, donc ça vaut plus particulièrement pour l'atorvastatine, la rosuvastatine, la simvastatine, moins pour les autres molécules. L'existence, et ça paraît assez évident, d'un syndrome métabolique ou d'un IMC élevé, ou encore d'une hémoglobine glyquée supérieure à 6% au moment du traitement. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'en revanche, la réduction du risque cardiovasculaire inhérente aux statines est supérieure au risque diabétogène de cette molécule. Vous en avez ici dans l'encart la traduction, c'est-à-dire qu'en fait, bien qu'on attribue potentiellement des effets diabétogènes à ces molécules, la réduction du risque cardiovasculaire qui accompagne ces traitements l'emporte, si vous voulez, sur le risque de diabète associé. Très rapidement, quelques flash notifications, ajouts de RCP sur certaines molécules que nous sommes amenés à utiliser assez fréquemment en gériatrie. On a décrit des cas de glaucome de l'olanzapine, c'est des cas ponctuels, enfin il faut le savoir, des cas de rhabdomyolyse et de syndrome malin sous donépésil, IAC. Donc l'Agence canadienne du médicament a notifié des cas de complications cutanées rares, mais enfin qu'il faut connaître, notamment de syndrome Stevens-Johnson sous galantamine.
Les ISRS et les antidépresseurs mixtes noradrénergiques, sérotoninergiques comme la venlafaxine sont assortis par l'agence britannique, la FDA, d'augmentation de consommation d'alcool pouvant expliquer certains effets paradoxaux d'agressivité sous ces traitements. Donc ça, je crois que c'est un élément à avoir en tête. S'agissant des molécules antidiabétiques comme les gliptines, qui sont des inhibiteurs des DPP4, des cas d'occlusion intestinale ont été mentionnés, rares, mais enfin, là aussi, c'est à considérer. Les inhibiteurs de SGLT2, les glyphosines, autres molécules qu'on utilise peu, mais qui peuvent être utilisées dans certains diabètes, on a décrit des cas d'acidocétose avec ces molécules. Bon, plus anecdotique qu'un cas de rupture splénique sous rivaroxaban, bon, c'est un peu anecdotique. En revanche, la flindione, qui est un des AVK les plus utilisés, fait l'objet de notification d'effets graves, notamment cutanés, immunoallergiques, d'insuffisance rénale et de leucopénie. Donc c'est peut-être un plaidoyer pour peut-être recourir plutôt à la warfarine. Le misoprostol, parfois utilisé dans les pathologies gastro-duodénales, on a, dans les données de la Banque française, montré un taux d'accident cardiovasculaire grave, même après une seule prise. Alors, ces accidents sont des infarctus, des insuffisances coronariennes, des accidents vasculaires cérébraux. Produit peu utilisé, mais enfin, il faut avoir connaissance de ses effets potentiels. Le tramadol, des cas d'hyponatrémie, ça rejoint l'hyponatrémie des ISRS, sérotoninergiques. Ça s'ajoute à la liste des médicaments inducteurs d'hyponatrémie. L'olmesartan, qui est un des sartans peut-être encore utilisés, à la différence des autres sartans, on a décrit des cas d'entéropathie, 84 cas notifiés, donc avec un certain nombre de ces molécules que je rappelle en haut de diapositive. Bon, rappelez que la midodrine, le gutron qu'on utilise parfois dans l'hypotension orthostatique, on vient d'ajouter dans sa RCP le risque d'angor et de cardiopathie ischémique, ainsi que d'hypertension artérielle en position couchée dans les 4 heures. Le métronidazole, pour terminer, produit qui est parfois utilisé, qu'on utilise assez souvent en gériatrie, et qui peut être inducteur de troubles psychotiques avec risque suicidaire. C'est un ajout dans le RCP de ce produit. Voilà, si vous voulez, un peu une liste non exhaustive des effets. Alors, tout ça n'est pas fait pour ne pas prescrire, je ne veux pas vous décourager, mais pour mieux prescrire, je vous encourage à vous référer à ce guide PAPA. Je vous remercie de votre attention.